C'est pendant la période qu'on appelle les transitions en Amérique qu'on a assassiné des présidents, des hommes d'État. On a assassiné Lumumba le 17 janvier 1961. C'est quand Kennedy entrait et Eisenhower sortait. Donc, généralement, quand un chef d'État sort, il doit nettoyer tous ses dossiers noirs. Donc, on a tué Lumumba le 17, 3 jours, le 17 janvier 1991, 3 jours avant l'entrée à la Maison-Blanche de Kennedy. Deuxième assassinat, c'est l'assassinat de Mzee Kabila. Ça s'est passé encore pendant une période de transition en Amérique. Le 16 janvier 2001, qui sortait Bill Clinton, qui entrait George Bush, fils. Donc, les démocrates sortaient, ce qui était à la base de la guerre, et les républicains entraient à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 4 jours avant le 20 janvier, on a assassiné Mzee Kabila. Ça signifie que pendant cette période, tout président qui sort de la Maison-Blanche nettoie ses dossiers noirs. Il peut décider de tuer, décider de négocier. Sinon, on ne comprendra pas pourquoi. Biden, qui quitte la Maison-Blanche le 20, va faire un crochet en Angola. Il faut qu'on soit très prudent, il faut qu'on soit très lucide, qu'on tire les leçons du passé. L'Angola n'a pas de richesse comme le Congo. Donc pourquoi faire les chats de l'Angola alors qu'il n'est plus, dans le 20 janvier, c'est l'appel président de l'Amérique. Et la peur est que quand Trump entre, ça va bouger toute la situation. Ça peut nous coûter cher si nous ne sommes pas éveillés. Très heureux de vous retrouver dans votre émission Global Politique sur la chaîne YouTube Le Grand Congo. Merci de vous abonner, chers internautes. Nous avons le plaisir de recevoir un panafricaniste congolais, Freddy Mulumba, qui est désormais de cette émission Global Politique. Bienvenue, monsieur Freddy Mulumba. Salut, cher ami. On se retrouve presque une année et demie après notre dernier échange. Nous avions parlé de l'état de siège. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que cette initiative du chef de l'État est encore bénéfique pour notre pays? Moi, je pense que ça a été une très bonne décision parce que tous les civils qui étaient à l'Est étaient complices de Kagame. Ils faisaient des affaires, surtout les commerçants de l'Est faisaient des affaires. C'est ainsi que la guerre perdurait. Il y avait de complicité dans les civils. C'est ainsi que le président a décidé de mettre l'état de siège, qui était une bonne affaire. D'abord, les militaires sont très disciplinés. Et puis ensuite, ils connaissent le terrain de la guerre, parce qu'on ne peut pas laisser une province en guerre gérée par un civil. C'était une très bonne décision. Mais il y avait quand même de petits problèmes, des failles, du fait que la plupart des militaires, ou bien la plupart des gens qui étaient dans le chef de commandement militaire, sont les anciens du RCD, du CNDP et de, comment on appelle, M23. Donc c'est là où ça n'a pas été très bénéfique. Mais si on avait changé la chaîne de commandement, je pense que ça pouvait être un succès. Mais quand même, on peut dire que c'est un succès à moitié parce qu'on a évité à ce que Kagame contrôle entièrement les 3 provinces, Kivu, Nord-Sud Kivu et Ituri. Mais je pense que maintenant, on peut corriger. On peut corriger dans le sens qu'on peut mettre des civils. Maintenant, il faut une structure militaire, un commandement militaire sur place. Mais avec de nouvelles troupes, avec de nouveaux commandants compétents, qui connaissent le terrain et qui peuvent, des patriotes, qui ne peuvent pas trahir. Parce que le problème chez les Congolais, c'est la trahison. Cette trahison est due à une certaine infiltration depuis l'arrivée de l'AFDEL jusqu'à ces jours. C'est presque les mêmes militaires qui sont de l'autre côté. Donc ces gens-là ont déjà eu des habitudes de faire des affaires avec Kigali et c'est tout que beaucoup se sont enrichis. Donc il faut changer la chaîne de commandement, changer le commandement militaire et changer aussi les responsables politiques qu'on va mettre avec comme critère le patriotisme. Et si on fait ça, je pense que nous allons gagner cette guerre sans beaucoup de difficultés. Mais malgré cela, il y a des députés nationaux qui sont ressortissants de cette partie de l'Est, mais qui ne sont plus
d'accord avec l'état de siège. Mais que pensez-vous de leurs idées? Non, non, je pense qu'ils avaient raison. Mm. Parce qu'imaginez-vous, les gens qui ont tué, qui ont pillé, Mm. le lendemain, ils sont nommés comme responsables, les mêmes rebelles, Ouais. M23, tout comme CNDP, ils passent devant la population. La population est traumatisée. Les mêmes personnes qu'ils avaient massacrées, maintenant, elles reviennent comme responsables. Donc, il y a eu une complicité au niveau des nominations. Normalement, on ne devrait pas nommer les gens qui ont commis des bêtises là-bas. Comment expliquer que les gens qui avaient fait des massacres peuvent demain revenir comme responsables politiques ou tout comme militaires? C'est que les gens du Kivu, les députés demandaient, c'est qu'on corrige. C'était la seule correction. Okay. Et je pense qu'ils ont raison. Et cette correction est valable jusqu'aujourd'hui. Si nous voulons demain, je pense qu'on va lever l'état de siège, on va lever l'état de siège, mais il faudrait qu'on revoie la chaîne de commandement, mais aussi le commandement général de l'armée. Il y a trop d'infiltrés et trop de gens qui sont restés en contact avec James Kabarebe, avec Kagame. Voilà pourquoi ça traîne. Donc il faut nettoyer. Si on ne nettoie pas, ça va continuer. Je pense que le président maintenant, après 6 ans, il a l'expérience, il sait qui est qui, et il va le faire. Le départ de la MONUSCO, quel impact? Vous savez, quand on a décidé que la Nations Unies intervienne au Congo, c'était pour protéger les peuples, pour protéger la population. Quel est le bilan aujourd'hui? 10 millions de morts, plus de 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, et nous avons 500 femmes violées. Charles Onana l'a démontré dans son livre Holocauste au Congo, avec preuve à l'appui. Donc la MONUSCO n'était pas venue pour nous. La MONUSCO était venue pour, comment dirais-je, accompagner la balkanisation. Okay. Parce qu'ils l'ont fait au Soudan. Il faut que les gens comparent un peu la situation. Au Soudan, il y avait aussi des forces des Nations Unies. C'est grâce à ces forces, ou bien à cause qu'on a coupé le Soudan en deux. Ils avaient une mission. Et leur mission, c'était quoi? Nous faire traîner dans la boue, tirer les choses en longueur, nous faire fatiguer, et après, on place... le pays. Non, on met sur la table le plan de la balkanisation. Et tout est fait. Donc, la MONUSCO doit partir. D'ailleurs, la MONUSCO n'est pas neutre. Au sein de la MONUSCO, vous avez des troupes françaises, des troupes américaines, vous avez tout. Donc, tous ces États-là travaillent pour les propres intérêts. On ne travaille pas pour le Congo. Ce sont les Congolais qui sont naïfs. Ils devraient tirer la leçon de 1960, en 65. Quand l'ONU est arrivé ici, on a tué Lumumba. Daka Major, qui était secrétaire général des Nations Unies, a été assassiné en Angola, dans son avion, en Zambie. Et grâce à l'ONU, qui a réformé l'État, pardon, il a réformé l'armée, Mobutu a fait un coup d'État. Donc ce sont des leçons du passé qu'il faut tirer. Malheureusement, nous avons une classe politique qui n'a pas le temps de lire, qui n'a pas le temps de consulter ceux qui ont des compétences pour leur expliquer on vient d'où, on est où et on part où. Donc la grande difficulté ici, c'est notre classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Quand je dis hauteur des enjeux géopolitiques. Nous sommes un État, nous sommes un enjeu géopolitique aujourd'hui pour le monde entier. Mais à Kinshasa, vous avez des élites, une classe politique qui se bat pour le partage des postes, pour manger, acheter des maisons d'ailleurs, vous voyez. Oui. Vous avez vu là, Bounanga est occupé. Ça fait Rutshuru est parti de Rutshuru. Vous avez notre mine de Rubaya qui est occupé par Kagame Museveni. Il pille, il vole. Mais regardez les constructions des buildings à Kinshasa, même à Goma. C'est très frappant. Donc, c'est comme si on leur a dit, laissez-nous piller le coltan ici, occupé. Entre-temps, vous pouvez travailler à Kinshasa, faire ce que vous voulez. Ce qui arrive ici. Et quand vous venez à Kinshasa, personne n'en parle. Or, nous sommes occupés par le Rwanda, l'Ouganda. Ils veulent à ce que les Congos implosent. Donc, à qui la faute? C'est à nous-mêmes. Parce que nous voyons, ils sont en train de se faire sur le terrain. Mais à Kinshasa, les gens se battent pour se partager les postes. Voilà le malheur du Congo, sa classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Donald Trump est revenu à la tête des États-Unis d'Amérique. Est-ce que d'abord c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour mettre fin à la guerre, notamment l'agression rwandaise aussi, la guerre russo-ukrainienne? Est-ce que Donald Trump est l'homme de la situation?
je peux dire, sans me tromper, Donald Trump, c'est une chance pour le Congo. Ok, dans quel sens? Pourquoi une chance? C'est d'abord, c'est un homme d'affaires. Il n'a pas fait de l'argent sur les dos des Africains ou bien de la colonisation. Son père n'avait pas de mines d'or en Afrique. Son père n'avait pas de puits de pétrole ailleurs. Il a fait son argent à New York. Et à cela, il faut ajouter Elon Musk, qui est un Africain, qui a fait l'argent sans faire de guerre. Donc ça signifie que nous entrons dans notre ère. Pour s'enrichir, pour devenir puissant, il faut avoir la science, de nouvelles technologies et puis innover. Donc nous sommes dans une autre phase, je peux dire, du capitalisme. Donc pour s'enrichir, il faut la science, de nouvelles technologies et puis innover. La Chine s'est enrichie, tout comme quel pays, la Corée du Sud, sans faire de guerre, tout comme l'Inde. Ils n'ont pas eu de colonisation, de colonies. Donc il y a ce capitalisme prédateur qui a pris fin. Donc, pourquoi je dis que Trump c'est une chance pour nous? Trump est souverainiste. Il est dit clairement, chacun se bat pour les intérêts de son pays. Plus question que l'Amérique vient se battre pour les intérêts des autres. Il vous dit, moi je me bats pour les intérêts américains. L'Amérique d'abord. Oui, c'est très clair. Maintenant, il faut que l'Amérique devienne encore très puissante. Donc, Trump est très clair. Il n'a pas, il ne mange pas le mot quand il fait ses affaires. C'est un homme d'affaires, ce n'est pas un impérialiste qui va imposer sa vue et son point de vue sur les autres. Il vient aux États américains, vous êtes d'accord avec lui, ça marche. Mais l'avantage ici, c'est quoi? Trump est souverainiste, il est en face des mondialistes. Ce sont les mondialistes globalistes qui ont fait la guerre à l'Est avec Bill Clinton à la tête. Quand Bill Clinton était au pouvoir, il était à la Maison Blanche, il a permis la mise en place d'une mafia pour mettre la main sur le Congo. Et cette mafia travaille avec Kagame et Museveni. Donc l'arrivée de Trump fera ce qu'il y a rupture entre cette mafia globaliste, mondialiste, avec l'État américain. Parce que cette mafia soit forte, il faut qu'ils aient les informations au niveau de la CIA, il faut qu'ils aient les informations au niveau du Pentagone. Or, si le Pentagone et la CIA est contrôlé par Trump, je ne pense pas qu'on va accepter de faire les aventures que Kagame avec Clinton font au Congo et qui a fait à peu près un génocide des Congolais. Tout le monde en parle. Donc, et tu as vu, durant cette période, aucune télévision, aucun média ne parle de la crise congolaise, alors que c'est grave. Ça signifie qu'il y a un blackout sur le plan international pour qu'on ne puisse pas parler du Congo. Donc, l'arrivée de Trump, c'est une bonne chose, mais à condition qu'à l'interne, on nettoie. Il y a trop d'infiltrés que Kagame et Museveni contrôlent. À l'interne, chez nous? Chez nous, 80% de la classe politique, même des militaires, vont grader, travailler avec Kagame. Donc, si nous voulons que demain, l'arrivée de Trump au pouvoir profite au Congo, il faut passer par un nettoyage. Tous les traîtres, tous les complices doivent être mis hors d'état de nuire. Si on ne le fait pas, que Trump ou pas, ça ne changera rien. Donc, il faudrait que les Congolais prennent conscience, toutes les élites congolaises, ce n'est pas seulement une affaire du président, une affaire de tout le monde, pour qu'on nettoie notre société qui est malade. Quand nous aurons des élites solides, là, on peut engager des négociations, des discussions avec Trump. On ne peut pas négocier avec des voleurs et des bandits, des détourneurs de fonds comme on les voit aujourd'hui. Mais après, qu'est-ce que le nouveau président américain, parce qu'on rappelle que Donald Trump était déjà président dans le passé et il est revenu. Alors, qu'est-ce qu'il peut réserver pour le continent africain, particulièrement la RDC, sur le point de vue sécuritaire? Par quoi il peut passer pour mettre fin à... Non, il ne faut pas être naïf. Trump ne viendra pas pour mettre l'ordre chez nous. Ok. Pour nous, Trump, c'est l'opportunité. Parce que si vous ne faites rien, il ne viendra pas travailler pour vous au Congo. Parce que ce qui est positif ici, c'est le conflit la compétition entre la Chine et l'Amérique. L'Amérique a besoin de minéraux stratégiques pour son industrie de défense, tout ce qui est nouvelles technologies. Et 80%, 70% de mines congolaises sont contrôlées par la Chine. C'est là où ça demande du côté des Congolais de l'intelligence stratégique. Comment avoir l'argent de la Chine et la sécurité de l'Amérique?
Il faut conseiller les deux. Ça signifie qu'il faut avoir des dirigeants qui ont le sens de l'histoire d'abord, qui ont une vision de grandeur, mais qui ont la volonté de puissance. La grande difficulté pour nous, nos dirigeants politiques, ne se contentent que du peu, avoir une maison, une voiture, avoir l'argent. Alors, quand on fait la politique, il faut laisser un nom dans l'histoire. Ça, fait la politique. Si on ne ferait pas la politique, on ferait le commerce, on serait très riche. Donc, la grande difficulté actuellement, même si Trump, l'Afrique, la Chine et l'Amérique s'affrontaient, la grande difficulté, c'est nous. Donc, si on n'a pas des élites capables de comprendre les enjeux géopolitiques, capables d'étudier l'Amérique, qu'est-ce que l'Amérique veut, qu'est-ce que la Chine veut, définir nos propres intérêts. Nous allons faire quoi? Quels sont nos intérêts? Mais si on n'a pas une telle élite, alors il n'y a pas d'avenir. Donc la chance est qu'il y a une opportunité que Trump nous offre, parce qu'il va couper avec les mondialistes et globalistes qui soutiennent Kagame et Museveni, qui sont à la base de la guerre de la FDL. Il y aura rupture. Kagame va perdre ses soutiens à la Maison Blanche, mais ça ne suffit pas. À condition que nous faisons le travail. Mais quand on voit la situation actuelle, on peut dire qu'il y a une complicité interne. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays qui est occupé. Kagame l'a démisé sur notre territoire. Mais à Kinshasa, les médias ne parlent pas. Regardez tous les médias. Tout le monde s'était. Donc on sent que le Congolais est traumatisé. Les Congolais sont traumatisés. Parce que généralement, il y a la peur de la mort, on peut vous tuer, la peur de perdre des privilèges. Donc les gens n'ont pas le sens sacrifice. Et tant que vous n'avez pas une élite qui n'a pas le sens sacrifice, il ne faut pas espérer que le Congo sera une grande puissance. Mais je pense que l'histoire nous montre à tout moment, le Congo a toujours relevé les défis en créant ou bien en créant de nouvelles élites qui prennent les choses en main. Vous êtes proche de Charles Onana, l'écrivain camerounais. Il est en procès contre des ONG en collaboration avec Paul Kagame. Avec quel état d'esprit cet écrivain est en train de surpasser cette période ou de traverser cette période? D'ailleurs, le procès c'était du 7 jusqu'au 11 2010. Mais on a fait ces procès après les audiences. Ouais. On a décidé qu'il y ait le verdict le 9 décembre. Le 9 décembre. J'ai trouvé d'abord ça suspect. Ce procès est politique. Il n'y a rien de judiciaire là-bas. Il n'y a pas de justice politique parce que on veut faire taire Charles Onana parce qu'il a révélé des choses vraies. Charles Onana a fait un travail comme scientifique, c'était sa thèse de doctorat. Donc on a attaqué son livre parce que sur le plan scientifique, il est difficile de remettre en cause. Que faire? Il faut faire par tous les moyens pour qu'on interdise les livres. Ça, ce sont des globalistes qui sont derrière, parce que les clans Bill Clinton, Kagame et Museveni sont dedans. C'est ainsi qu'on a fait, on a mobilisé les ONG pro-Kagame, donc ceux qui sont proches de Kagame, pour aller rester en justice, porter plainte contre Charles. Donc nous attendons le 9 décembre le verdict. Mais Charles est calme parce qu'il a fait ce travail en tant que scientifique. Il n'a pas fait ce travail en tant que militant, tout comme en tant qu'idéologue. Non. Ce n'est pas de curiosité qu'il a découvert ce que les gens ne connaissaient pas. Que la guerre à l'est du Congo, c'était quelque chose de programmé. C'était un coup d'État qu'on voulait faire à Mobutu. Ce n'était pas des réfugiés qui avaient traversé parce qu'ils voulaient traverser. Il a démontré avec carte à l'appui, les cartes de la CIA, de toutes les grandes les armées de puissance qui avaient qui participent bien, qui ont participé à la guerre du Rwanda, hein, par information ou bien par soutien militaire. C'est cette vérité qui fait mal aux autres. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est là qu'il faut comprendre pourquoi on a préféré mettre ces verdicts les 9. Après l'élection présidentielle américaine. Donc ça va beaucoup jouer. Parce que la plupart des gens qui font la guerre à Charles sont des globalistes, des mondialistes qui contrôlent aujourd'hui l'Europe. L'Europe ne contrôle pas les mondialistes et les globalistes qui sont en conflit avec Trump, avec le Trump. Donc
l'Europe dépend de l'Amérique. Comme l'Amérique change, ça aura un impact sur l'Europe. Et je pense que ils vont réfléchir des fois, parce que les conseils politiques, ils vont réfléchir des fois pour qu'on les charge. Donc nous laissons la justice française faire son travail. Mais est-ce qu'ils n'auront pas tout leur temps de manigancer, entre guillemets, parce que la reprise ou la passation du pouvoir aux États-Unis, c'est le 20. Ouais, c'est le 20. Mais est-ce que ça ne va pas impacter cela? Non, je ne pense pas. Parce que de toute façon, c'est Trump qui va prendre 4 ans à la tête de l'Amérique. Donc ça va quand même peser. Mais il faudrait aussi ajouter quelque chose pendant cette période de transition pour nous Congolais. Il faut qu'on soit très prudent. Pourquoi je l'ai dit? C'est pendant la période qu'on appelle de transition en Amérique qu'on a assassiné des présidents, des hommes d'État. On a assassiné Lumumba le 17 janvier 1961. C'est quand Kennedy entrait et Eisenhower sortait. Donc, généralement, quand un chef d'État, en Amérique, quand un président entre, non, quand un président sort, il doit nettoyer tous ses dossiers noirs. Donc, on a tué Lumumba le 17, 3 jours, le 17 janvier 1991, 3 jours avant l'entrée à la Maison Blanche de Kennedy. Et selon les informations, ils sont déclassifiées. Donc, Kennedy avait beaucoup regretté. Et si Kennedy était, si Lumumba était vivant, peut-être Lumumba, le Congo ne serait pas là où nous sommes, parce que Kennedy voulait négocier avec Lumumba. C'est que les autres, les Belges, ne voulaient pas. C'est comme ça qu'on a précipité des choses pour l'assassiner le 17 janvier, 3 jours avant l'entrée de Kennedy au pouvoir, donc à la Maison Blanche, le 20. Deuxième assassinat, c'est l'assassinat de Mzee Kabila. Ça s'est passé encore pendant une période de transition en Amérique, le 16 janvier. Le 16 janvier 2001. Qui sortait? Bill Clinton. Qui entrait? George Bush, fils. Donc les démocrates sortaient, ce qui était à la base de la guerre, et les républicains entraient à la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 4 jours avant le 20 janvier, on a assassiné Mzee Kabila. Ça signifie que pendant cette période, tout président qui sort de la Maison Blanche nettoie ses dossiers noirs. Il peut décider de tuer, décider de négocier. Et ça devient intéressant. J'interpelle le Congolais pourquoi. Mardi, je pense les deux. Bill Clinton, non, pas Bill Clinton, Biden, Joe Biden sera en Angola. Il reste combien de jours? D'abord, nous sommes pendant une période de transition. Trump va entrer le 20. Lui, il va passer le 2 janvier. On se pose la question, pourquoi en cette période de transition, il peut se déplacer, faire une visite officielle en Angola? Quels sont les enjeux? Il faut compter. Pourquoi l'Angola? Non, les enjeux d'abord. Pas pourquoi l'Angola. Les enjeux. Ça signifie que Biden veut nettoyer ses dossiers noirs avant qu'il quitte la Maison Blanche. C'est là où je rappelle ce qui s'est passé avec l'assassinat de Lumumba, l'assassinat de Mzee pendant les périodes de transition. Et je demande aux Congolais, les élites médiatiques, les élites intellectuelles, les militaires, pour le moment, il faut protéger Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sinon, on ne comprendra pas pourquoi. Biden, qui quitte la Maison Blanche le 20, va faire un crochet en Angola. Il faut qu'on soit très prudent, il faut qu'on soit très lucide, qu'on tire les leçons du passé. L'Angola n'a pas de chasse comme le Congo. Donc pourquoi faire les chats de l'Angola? Alors qu'il n'est plus, dans le 20 janvier, c'est le président de l'Amérique. Et la peur, c'est que quand Trump entre, ça va bouger toute la situation. Donc ça va changer un peu la situation au niveau de la sous-région. Donc qu'on soit attentif et qu'on privilégie pour le moment la sécurité du président. Mais aussi, il faut que les intellectuels, surtout les journalistes, donnent des faits. J'ai vu seulement ce journal qui a parlé du déplacement de Biden en Angola. Est-ce qu'on a fait appel à des spécialistes qui peuvent expliquer les véritables enjeux ou bien les enjeux cachés? Donc, faisons attention, le déplacement de Biden en Angola n'est pas un fait hasard.
ça peut nous coûter cher si nous ne sommes pas éveillés. Et je demande aux Congolais de se réveiller en tenant compte de l'assassinat de Lumumba, l'assassinat de Mzee. Nous tendons vers la fin de notre émission. Monsieur Freddy Mulumba, il y a quelques mois, Kinshasa s'est réveillé avec une tentative de coup d'État initiée par Christian Malanga. Et il y a actuellement plusieurs Congolais qui rejoignent des troupes rebelles dans l'Est. Est-ce que le pouvoir en place est en danger? Non, je pense que d'abord nous sommes un enjeu. Il faut avoir en esprit que nous sommes toujours en danger. Personne ne peut nous laisser tranquilles. Sans le Congo, la révolution numérique ne pourra pas avoir ce que je peux appeler la transition énergétique, ne peut pas avoir de succès. Mais il faut que les Congolais soient conscients. Les Congolais ne sont pas conscients. Les élites sont médiocres. Non seulement ils sont médiocres, ils sont corrompus. Voilà le problème du Congo. Donc notre problème c'est celui-là. Tant que vous avez des élites de mercenaires qui doivent tout à Kagame, non seulement ils sont corrompus, ils sont encore médiocres. Il n'y a pas d'avenir. Donc c'est aux Congolais maintenant. Quand je dis Congolais, ceux qui sont des patriotes, de prendre les choses en main. D'abord, faire circuler l'information, parce qu'un peuple est informé, il peut être mobilisé pour défendre ses intérêts. Et deuxième chose, il nous faut une armée. On ne va pas continuer comme ça. Donc nous pouvons profiter de cette situation, de cette opportunité d'arrivée de Trump à la Maison Blanche pour construire une armée solide. Aujourd'hui, nous avons notre destin en main. Donc si nous ne le faisons pas, ça signifie que les Congolais ne méritent pas ces grands pays, cette grande puissance. Là, ils seront obligés de les diviser peut-être en plusieurs morceaux, qu'on ait comme en 4 États. Déjà, les cartes circulent. Donc, si nous ne faisons rien, ça va se réaliser. Monsieur Freddy Mulumba, c'était un plaisir. Je vous en prie. On se retrouve très prochainement. Au revoir.